Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Thibaut von Chammer et Clara Poton euh, qui vont se présenter pour avoir un échange pour la Global Fashion Conference. Et je suis l'animateur Kim Picard-Shaibi, donc je travaille à Tectera, le pôle de compétitivité textile français. Donc nous accompagnons les structures françaises de la filière pour améliorer leur compétitivité et l'innovation. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents pour cet échange. Ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par vous présenter, vous ainsi que votre structure. Donc bonjour, moi je suis donc Clara Poton, je suis responsable projet pour une entreprise qui s'appelle Synergie TLC, qui est un regroupement de différents centres de tri et de collecte des textiles usagés. Donc voilà, on en parlera plus avant, mais l'objectif c'est qu'on puisse travailler sur une unité industrielle de tri automatisé des textiles. Thibaut von Chammer, donc un des dirigeants du groupe familial Devaux, donc un groupe implanté dans la région depuis plusieurs siècles. Nous sommes implantés 4 sites industriels en région Rhône-Alpes, entre Villefranche-sur-Saône et Roanne, et nous faisons les différents métiers que sont l'impression sur tissu, le tissage écossais et jacquard, la maille et également la teinture fil et teinture pièce. Pour commencer, donc on parle de la mode et de la filière mode. On dit qu'elle est un peu à deux vitesses en ce moment. On parle beaucoup de fast fashion, on parle d'achat responsable en termes d'écologie. Thibaut, est-ce que c'est une tendance que vous percevez? Est-ce que plutôt dans un sens, plutôt dans l'autre? Comment est-ce que vous l'appréhendez? C'est vrai qu'en ce moment, on est à la croisée des chemins, à la fois en termes de consommation, parce que on sort de 20 à 30 ans de consommation fast fashion. Effectivement, on a rendu le vêtement accessible à des prix très accessibles, où le consommateur pouvait se faire plaisir régulièrement avec de la nouveauté. Actuellement, on arrive à cette croisée des chemins, où arrive en plus le vêtement de seconde main, où on a donné accès aux consommateurs la possibilité de s'échanger des vêtements entre eux. Et arrivent aussi des concepts avec les nouvelles générations qui disent aujourd'hui comment consommer, mais consommer mieux, avec moins de pollution. Voilà, donc c'est vrai qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Alors on voit effectivement une différence en termes de quantité, puisqu'on voit aujourd'hui, alors c'est dû d'une part effectivement peut-être à l'augmentation de la quantité de vêtements qui sont chez les particuliers, mais également une plus grande sensibilisation aussi au recyclage. Et du coup, les gens ont plus tendance à aller apporter leurs vêtements usagés dans les bacs de collecte qui sont à cette destination. Donc on voit effectivement une quantité augmentée, et ça se constate aussi au niveau national. L'éco-organisme l'a clairement mis en évidence sur ce sujet-là. En termes de qualité, on voit aussi effectivement une petite baisse de qualité, surtout sur les vêtements d'été ou sur les t-shirts, ce genre de choses où il y en a certains qui auraient plus facilement allé vers le réemploi, qui aujourd'hui sont plus facilement envoyés au recyclage parce que une qualité moindre. Et puis on le voit aussi dans les pratiques, c'est-à-dire que ce qui a été évoqué tout à l'heure, nous on a ouvert, l'un de nos centres de tri a ouvert une friperie récemment, parce qu'on sent qu'il y a une vraie demande et la seconde main est en train d'exploser, ça se sent, donc c'est une bonne nouvelle aussi pour tout le secteur du réemploi autour des vêtements fin de vie. Même avant que ça devienne un vrai sujet de société, on s'est toujours inscrit là-dedans parce qu'on est gros consommateurs d'énergie et de ressources naturelles, notamment l'eau. Et donc on a toujours eu conscience que pour nous, faire de l'écologie ou mieux consommer les ressources premières, ça avait aussi un sens économique. Donc on a toujours récupéré l'eau sur nos toits, on a toujours récupéré les calories de nos machines de finition de façon à réinjecter et pouvoir chauffer les usines et recréer de la vapeur. Donc c'est un sujet qui a toujours été pour nous comment dirais-je, un sujet. C'est vrai qu'on a accéléré parce qu'il faut reconnaître que les normes environnementales deviennent de plus en plus exigeantes. Et on a plutôt pris les choses positivement en disant comment prendre l'écologie comme quelque chose de positif pour nos collaborateurs,
Donc on a depuis déjà 5 ans travaillé sur le sujet d'un label qui est pour nous très intéressant, qui s'appelle Step by Ecotex. C'est le premier label vraiment engageant en termes d'éco-responsabilité, parce que c'est un sujet un peu comme l'ISO, où c'est du progrès continu. Et on a trouvé que c'était quelque chose de très intéressant pour nos collaborateurs, parce qu'on avait besoin de progresser, et on voulait vraiment accélérer cette progression. Et donc c'est un label qui a plusieurs volets, qui a un volet environnemental, les eaux et les fumées qu'on rejette, comment les traiter, comment en avoir moins. Il y a une gestion des colorants et des produits chimiques. Il y a une gestion des matières premières aussi, comment en consommer moins, comment les retrier. Après, il y a un volet social, comment faire travailler nos collaborateurs dans de meilleures conditions. Et il y a un dernier volet sécuritaire, toujours pareil, comment améliorer la sécurité dans les usines. Donc on a utilisé ce genre de projet parce qu'on a toujours pensé que l'écologie, au contraire, était pour nous quelque chose de positif. Ça nous aidait à améliorer notre prix de revient, à être plus compétitif. Et c'est dans ce sens-là qu'on a toujours travaillé ces sujets-là. Nous, l'écologie, on ne la voit pas punitive, on la voit positive, mais par de l'investissement. D'accord. Clara, vous de votre côté, du coup, toujours dans cet esprit de mode durable, on va dire, quelles actions vous avez entreprises et quelles actions vous voyez à plus court, moyen terme dans votre entreprise, justement, pour répondre à cette démarche? Alors, donc nous, dans les structures de tri qui ont créé Synergie TLC, on va dire qu'on a 50% de la matière qui va être triée, qui va partir au réemploi, donc qui va être tout simplement reportée par les gens en France ou à l'étranger. Et après, il reste ces 50% de matière qui allait vers le recyclage, qui aujourd'hui n'a pas de filière en France. Il y a des acteurs et il y a des industries qui sont en train de se mettre en place et d'autres qui existent depuis quelques années, mais on n'a pas une filière complète de A à Z sur le territoire aujourd'hui. Et on se rend compte, nous, au travers des échanges qu'on a eus et puis les acteurs avec lesquels on a pu échanger, que le tri est vraiment un levier essentiel pour pouvoir faire évoluer les choses. Et donc, du coup, au fur et à mesure des discussions, l'idée est venue d'arrêter d'envoyer à l'étranger cette matière pour le recyclage et d'essayer de relocaliser ce recyclage. Et donc c'est là-dessus que nous on va travailler, on va œuvrer à notre niveau, c'est-à-dire sur le tri, parce qu'on constate que tous les acteurs du recyclage avec lesquels on travaille ont des besoins très spécifiques en termes de composition. La plupart ont besoin de matières 100% coton, 100% polyester, en tout cas 100%, ou des mélanges très spécifiques avec un pourcentage assez spécifique. Certains vont devoir travailler sur des couleurs spécifiques, certains vont avoir besoin qu'on enlève ce qu'on appelle les points durs, les fermetures éclairs, les boutons, les étiquettes, ce genre de choses. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est fait manuellement. Donc qui prend du temps. Identifier la composition d'un vêtement, il y a deux solutions. Soit on a assez d'expertise, d'expérience, et encore que même ceux qui ont vraiment de l'expérience se font avoir et on est capable au toucher, ou en tout cas par d'autres biais d'identifier une matière. Sur certaines matières, on est obligé de la détruire. Par exemple, il faudrait y mettre feu pour constater que c'est bien du synthétique. On va pas s'amuser à aller brûler les vêtements avant de savoir si on va les recycler. Donc il y a des lacunes techniquement par rapport à ça si on le fait manuellement, et puis tout simplement économiquement, ça a été évoqué, manuellement on peut pas arriver à une productivité qui permettra d'avancer sur le recyclage, sachant que le recyclage, l'un des verrous majeurs, c'est justement de trouver ce modèle économique qui va faire qu'une matière secondaire sera aussi intéressante qu'une matière vierge, parce qu'aujourd'hui malheureusement dans la plupart des cas c'est plus cher que du vierge. Donc voilà, c'est tous ces biais, ces verrous-là auxquels on espère apporter une réponse sur le volet du tri en montant une unité industrielle. Du coup, les questions environnementales autour de l'unité, c'est-à-dire effectivement de déperdition de chaleur, de ce genre de choses, on aura moins de problèmes d'eau parce que c'est pas les machines on n'utilise pas. Mais en tout cas, c'est évidemment des questions qu'on prend en compte aujourd'hui. Et donc nous, notre façon d'œuvrer, c'est de rendre cette matière secondaire a priori pas utilisable en l'état, utilisable pour les recycleurs sur le territoire français, voire européen, en tout cas dans un premier temps. Et l'idée, c'est d'éviter que ça ait besoin de partir à l'autre bout du monde pour être traité. Cette démarche pour arriver, on va dire, à avoir une filière de recyclage et arriver à avoir un modèle économique viable, ça va passer par l'automatisation. Ouais.
À notre niveau, oui. Alors ça passe par par plein de biais. Il y a effectivement cette notion d'automatisation, de se baser sur des machines qui sont, elles, ce que je disais en termes techniquement plus fiables, qui sont clairement en train d'être capables d'identifier une matière ou une couleur. Évidemment, une rapidité derrière tout ça. Et puis il y a aussi une notion d'échelle. C'est un point qui est essentiel aussi pour le recyclage, ce qu'on appelle dans la massification. On travaille nous sur les vêtements usagés, on a vocation à travailler aussi sur les vêtements professionnels, sur les chutes de production. C'est un sujet qui vous concerne également. Les échanges qu'on a pu avoir sur les chutes de production, par exemple, avec des PME, c'est qu'aujourd'hui, eux, ont des gisements de petites quantités. Et du coup, petites quantités, chacun, on n'arrive pas à faire quelque chose, on n'arrive pas à recycler, à faire tourner une machine juste pour 1 tonne, par exemple, ce genre de choses. Par contre, si nous, on met bout à bout toutes ces petites quantités qu'on arrive à massifier, là, on arrivera à traiter cette matière qui est aujourd'hui malheureusement pas valorisée. Donc, il y a effectivement, au travers d'une usine de plus grande envergure, il y a l'automatisation, mais il y a aussi la notion de taille, de massification qui va permettre de faire avancer et de donner accès à des gisements qui sont aujourd'hui pas valorisés à une solution de valorisation. Et Thibaut, vous de votre côté, est-ce que vous avez aussi des déchets textiles et Alors, si oui, comment est-ce que vous les valorisez? Est-ce que vous avez des pistes de valorisation? Alors nous, il y a plusieurs. On peut être à la fois acteur et donc essayer de valoriser nos déchets, et à la fois en consommer, être client éventuellement de ce genre d'initiative. Alors voilà, on fait les deux nous. Alors c'est vrai que nous historiquement, on a toujours essayé de valoriser nos déchets. Alors les déchets historiquement dans nos régions, ils pouvaient être valorisés dans le secteur de la serpillière. Je disais, ces métiers-là pouvaient nous acheter nos déchets de lisière, de tissage. Après, effectivement, nous, dans cette logique de Step by Ecotex, on essaie déjà de moins avoir de déchets, déjà d'en produire moins. Donc, on a fortement réduit nos déchets depuis 10 ans, par de l'investissement, par les techniques d'impression et de teinture qui progressent. Après, on arrive à les valoriser on a créé autour de nous des filières aussi qui donnent une deuxième vie au tissu. Je parlais de la vente au mètre. Aujourd'hui, c'est vrai que la vente au mètre, c'est un secteur qui marche bien. C'est un secteur dans lequel on arrive à valoriser notre petite quantité de tissus, de chute de production. Voilà, donc ça c'est pour l'aval. En amont, c'est vrai qu'on a réussi avec des confrères de la région. On achète pas mal de fils recyclés qu'on utilise notamment dans nos jacquards et dans nos écossais. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une filière plutôt espagnole, avec des filateurs espagnols qui eux récupèrent des chutes de confection, donc avant le vêtement, vraiment à la coupe, et qui réussissent par la massification à créer des gammes de fils. Et on en achète beaucoup parce que il se trouve que c'est pas forcément des fils plus chers. Et qu'aujourd'hui, nous, ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'on fait ça. Et dans nos jacquards et écossais, on utilise du fil recyclé. Voilà. Nous, on le constate, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques qui viennent nous voir, qui commencent, en tout cas qui mettent vraiment le nez dans le recyclage et essaient de comprendre comment ça fonctionne et ce qui existe aujourd'hui. Quand je dis sur le territoire, on va dire proche territoire, effectivement, il y a pas mal d'activités aussi. Espagne, Italie, ça a été cité. On considère qu'on reste quand même dans une sphère assez proche pour que ça ait un sens dans la démarche d'économie circulaire et de circuit court. En tout cas, il y a de plus en plus de marques qui nous contactent parce que pour le consommateur aujourd'hui, c'est plus acceptable d'être d'utiliser exclusivement de la matière vierge et de pas se poser la question de la fin de vie, de l'approvisionnement durable et ainsi de suite. Et donc eux sont aussi dans cette démarche de circularité et de se poser la question comment est-ce que ce que nos clients ont acheté qui va avoir une fin de vie à un moment, comment est-ce que cette matière-là, on pourrait nous la revaloriser et en refaire du fil. Alors cette histoire de refaire du fil, c'est un rêve pour toute l'industrie textile et on s'en approche. Nous, Synergie, on considère que c'est pas la seule solution. On est aussi et on essaye de pousser un maximum les acteurs avec lesquels on travaille à être très ouverts là-dessus, aussi à d'autres industries, de la plasturgie, d'autres secteurs du bâtiment ou d'autres qui peuvent être aussi consommateurs de grandes quantités. On parlait de cette histoire de massification tout à l'heure. Mais le fait est qu'il y a un vrai... nous, on voit vraiment les choses bouger auprès des acteurs de la mode française aujourd'hui et une vraie recherche de matières premières recyclées. Et si en plus, elle peut être recyclée à partir de leur propre gisement, là, c'est vraiment le Graal. Donc après, moi, c'est aussi mes convictions personnelles, mais de voir en quelques années à quel point les choses ont bougé, à quel point le consommateur a vraiment poussé toute l'industrie à se reposer la
la question à alors il y avait des acteurs qui étaient déjà bien impliqués là-dessus et tant mieux, ça a permis d'avancer plus vite. Mais même ceux qui ne l'étaient pas forcément, aujourd'hui, c'est plus une question qui se pose. On n'a plus le choix, on est obligé de se poser ces questions-là et c'est une bonne chose, ça fait vraiment bouger les choses, c'est bien. Alors pour répondre à la question de ce qui se passe ailleurs, alors on a une particularité en France, c'est les éco-organismes. Donc on a Refashion, qui est l'éco-organisme textile, qui insuffle à lui-même du fait d'être là, insuffle aussi cette dynamique de filière et là pour aussi faire travailler les acteurs ensemble. Donc ça c'est un rôle qui est clé et qui nous est envié aussi dans plusieurs pays européens parce que ça n'existe pas forcément dans d'autres pays. En fait tout dépend de ce qu'on entend par filière parce qu'en fonction on peut considérer que 2 acteurs c'est déjà une filière. Moi quand je disais tout à l'heure qu'il nous manquait une filière, c'était vraiment l'ensemble des acteurs et là dans la chaîne textile pour la peine il peut y en avoir facilement une dizaine. Mais en tout cas des collaborations qui portent leurs fruits à l'étranger, il y en a avec 2 ou 3 acteurs qui ont été capables d'avancer. Il y a notamment une unité de tri des chaussures qui a été mise en place en Allemagne par l'entreprise Soex. Enfin, il y a des choses qui se passent. L'Espagne est clairement en avance. Enfin, en avance. Je sais pas, mais en tout cas, il y a des outils industriels qui fonctionnent très bien. En Italie aussi, il se passe pas mal de choses. Mais voilà, on considère que c'est des acteurs voisins et avec lesquels il faut travailler plutôt qu'essayer de réinventer ce qu'ils ont déjà fait pour pouvoir avancer avec eux. Du coup, vu qu'on parle un peu d'avenir, de futur, Thibaut, vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir, on va dire, de la filière mode comment est-ce qu'elle doit s'adapter selon vous? Voilà, il faut toujours... aujourd'hui, on sort d'années de mass market où on consommait de plus en plus, on a internationalisé les approvisionnements et les ventes, donc on a globalisé les marchés, les vêtements étaient de moins en moins chers depuis une vingtaine d'années, et je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre où effectivement on va peut-être pas produire en mass market pour beaucoup solder en fin de saison et pousser le consommateur à acheter beaucoup de volume de produits à bas prix. Donc il faudra retrouver des équilibres où nous on s'inscrira dedans, et c'est-à-dire qu'il faudra toujours ramener l'église au centre du village, comme on dit, et il faudra dire on produit des tissus ou des vêtements qui correspondent aux attentes du consommateur au moment donné, et pas juste je produis loin, pas cher, pour en fin de saison solder. Donc tout ça, ça va être des équilibres qui vont devoir se retrouver, avec en plus de ça des consommateurs qui vont être friands peut-être d'acheter aussi du vêtement de deuxième main, qui ne sera pas du vêtement d'occasion bas de gamme, mais qui sera du vêtement où il se fera également plaisir, parce qu'il pourra peut-être s'acheter une marque qui ne pourra pas se payer en première main, etc. Donc c'est des marchés qui vont cohabiter, mais je pense qu'on va sortir un peu de ce côté mass market où on produit sans parfois trop réfléchir, et plutôt essayer de revenir sur des marchés où voilà, on produit les bons produits au bon moment. Tout simplement. Et du coup, cette sortie du mass market, pour eux, elle va se faire peut-être plus au niveau régional, national, européen, ou est-ce qu'on va garder cette dimension internationale? On va garder cette dimension internationale, mais voyez, nous, à l'époque, on produisait peut-être les mêmes tissus qu'on vendait aux mêmes clients. Aujourd'hui, nous, on est rentré dans une ère de la personnalisation. Nous, on ne vend pas deux mêmes tissus à 2 clients différents. Alors, on peut éventuellement dans 2 parties du monde différents, mais en tous les cas, on protège nos clients. Et je pense qu'on va aller vers cette personnalisation des produits, où le consommateur, il va être moins dans une globalisation des produits, mais plus, voilà, il va acheter des produits qui lui correspondent vraiment. Et nous, en tant qu'industriel, en tant que producteur, eh ben, il faudra s'adapter à ça. Donc moi, je le vois comme ça. Nous, nos outils, on a investi pour consommer moins d'énergie, pour mieux agir et rester productif, et à la fois apporter du service clé en main aux clients. Ben on investit de plus en plus dans des outils qui nous permettent de le faire, qui nous permettent de produire des petites séries, des machines qui sont plus flexibles, plus polyvalentes, parce que effectivement, l'industrie à un moment c'est du masse. Il faut de la masse, il faut du volume pour les faire tourner. Donc, ben nous, on investit pour amener de la flexibilité dans nos outils industriels. On investit dans la création, dans l'humain aussi. Voilà, on investit dans la communication avec nos clients pour communiquer avec eux d'une manière plus directe, plus transparente, voilà, pour leur apporter ces services. Donc c'est à tous les niveaux d'entreprise où on doit s'adapter et réinventer le modèle.
Clara, est-ce que c'est aussi un peu comme ça que vous voyez l'avenir, on va dire, de la filière mode? Alors nous, on n'est pas en réponse directe à la filière mode. On est là pour aujourd'hui apporter une réponse alternative. J'espère que demain, ça deviendra la réponse classique. Ce sera la norme, ce serait bien. Alors nous, on le voit sur la partie réemploi. Comme je disais tout à l'heure, on a ouvert une friperie et je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un marché là-dessus. Et je rejoins tout à fait ce que disait Thibaut sur le fait que c'est deux filières qui vont cohabiter. Il faut surtout pas les prendre comme concurrentes l'une de l'autre. Au contraire, elles ont tout à fait leur complémentarité. On est aussi, nous, dans cette démarche de personnalisation, à la réponse qu'on va faire aux recycleurs, donc pas aux consommateurs, mais de pouvoir, en gros, simplifier la tâche un maximum aux acteurs pour pouvoir leur proposer une matière qui soit presque équivalente à la matière vierge, que la question ne se pose pas, est-ce que j'ai besoin d'acheter un broyeur, est-ce que j'ai besoin d'acheter un effilocheur, tout ça. Bon, la matière qui arrivera devra être soit par notre fait, soit avec un autre intermédiaire, mais en tout cas devra arriver chez l'industriel comme une matière équivalente à la matière vierge, pour que ça devienne, une fois de plus, la norme et que ça devienne facile de l'utiliser. Donc on est aussi là, nous, dans cette compréhension fine du besoin des utilisateurs pour comprendre exactement quels sont les enjeux et comment cette matière textile peut apporter, dans sa seconde vie, peut apporter une réponse, apporter une réponse derrière. Des acteurs avec lesquels on travaille dans la mode, il y en a plusieurs déjà qui nous disent que leur objectif à horizon 2030-2040, c'est d'être à zéro matière vierge. Donc on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Il y a plein de choses qui sont encore à développer et à explorer techniquement pour pouvoir y répondre. Mais moi, j'ai envie de penser que ça puisse devenir la norme. En tout cas, que le recyclé soit à une part importante dans la mode de demain. Le recyclé et la matière durable dans son ensemble. Ça peut être aussi des matières biosourcées, ça peut être plein d'autres façons de prendre en compte l'écologie. Il y a tout le volet social aussi. De voir comment, enfin, c'est évoqué régulièrement quand on parle de la mode, comment les travailleurs sont préservés, leur sécurité et ainsi de suite. C'est évidemment des questions qui sont à prendre en compte. J'ai l'impression qu'on va dans cette direction-là aujourd'hui et en tout cas, nous on voit vraiment la différence en quelques années sur les acteurs avec lesquels on travaille, qui étaient vraiment pas des acteurs forcément impliqués sur cette démarche d'environnement jusqu'à présent et qui aujourd'hui ils sont vraiment impliqués là-dedans, quoi. Et vous verrez que demain, à partir de la conception, on concevra des fils qui seront peut-être nés à être plus facilement ça serait bien. On ne va pas s'occuper que de l'aval, mais l'amont aussi, on va travailler pour que toute la chaîne de valeur, on prévoit déjà tout à fait, la fin de vie. La fin de vie, quoi. Donc tout ça va évoluer comme ça. C'est comme nous, on prend de l'eau propre, mais on rend de l'eau propre. Ça serait un peu il faudra qu'on arrive à ce genre d'initiative, parce que toute la filière, et l'amont et l'aval, devra travailler ensemble pour imaginer le cycle de vie du produit. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'idéal, ce serait d'arriver à un moment où on n'aura plus besoin de recycler, en fait, que ça se fasse spontanément. Bon, ça nous arrangera pas trop, mais on a un peu de marge de manœuvre. Il y aura forcément une étape. Voilà. Non, puis c'est vrai qu'on travaille, nous aussi, je disais les marques tout à l'heure, on est impliqué aussi avec sur toute la fin de vie des vêtements professionnels, donc on travaille aussi avec des acteurs comme la SNCF ou d'autres sur vraiment le design de leurs vêtements et de voir comment est-ce qu'on peut rendre le délissage, donc le démantèlement, on va dire, du vêtement plus facile, plus simple. Je vais prendre un exemple tout bête qui peut parler. Aujourd'hui, si on a 3-4 paillettes sur une épaule, on va couper cette zone-là et le reste sera recyclable. Si on met une paillette à 3 cm d'écart sur tout le vêtement, celui-là, on sera incapable de le recycler demain. Donc, c'est des choses qui sont que nous, on a clairement identifiées. On essaye de communiquer pas mal là-dessus. Sur les vêtements professionnels, il y a un guide justement de l'éco-conception qui a été publié il y a quelques semaines avec l'association Auré. Mais voilà, c'est des choses qu'on essaye de communiquer un maximum aussi parce que tout le monde n'en a pas forcément conscience. Tout le monde ne connaît pas le métier du recyclage. Et donc, pour que cette filière soit plus durable dans le futur, est-ce que... Je pense que les politiques ont un rôle très important à jouer. Et c'est vrai que depuis le déconfinement, on a manqué une occasion de dire, là, on a créé un nouveau produit qui est éco-responsable, parce qu'il est réutilisable. Et on aurait pu, par des politiques un peu plus fortes, dire, par exemple, on garde le masque papier FFP2 pour l'industrie médicale et paramédicale, et on pousse le consommateur à utiliser un masque tissu.
Bon, cette occasion a été loupée, et c'est vrai que le Covid nous montre qu'on est reparti dans une forte consommation de plastique. Il faut dire les choses. On ne regarde plus, on consomme du plastique. Et par une action peut-être plus forte politiquement, je trouve que nos dirigeants auraient pu commencer à avoir des actions qui nous entraînent vers l'éco-responsabilité. Alors nous, effectivement, il y a un point, parce qu'on est en train de mettre en place notre usine, donc ça sous-entend de gros investissements. Donc là, on sollicite effectivement l'aide de l'État sur ces investissements-là. Outre le fait que c'est comme n'importe quelle industrie, un coup de pouce aussi pour mettre en place les outils et ainsi de suite. On considère aussi que sur cette notion environnementale, c'est important, enfin que l'État puisse s'investir vraiment et aller dans cette direction-là. Aujourd'hui, les annonces vont dans le bon sens. Le plan de relance qui a été initié il y a pas très longtemps est aussi dans cette direction-là et tant mieux. Donc on espère que ça pourra avancer dans ce sens-là pour nous aider mais pour aussi aider tous les acteurs de la filière dont je parlais tout à l'heure, tous ces recycleurs qui ont des outils technologiques qui fonctionnent mais qui n'arrivent pas à passer à l'échelle industrielle. Et si tout le monde arrive à monter à l'échelle industrielle en même temps, on arrivera vraiment à faire, je pense, bouger les lignes. Donc ça, c'est un point essentiel. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui d'aide à l'investissement et d'aide des entreprises qui existent. Et je pense que c'est une chance qu'on a en France. Après, il y a aussi une vraie implication. Il y a les outils, puis après, il y a les sélections des dossiers et ainsi de suite. Donc là, il y a aussi tout cet aspect-là où c'est aussi une volonté politique d'aller vers peut-être des technologies plus respectueuses de l'environnement que d'autres. Enfin, voilà. Après, à peut-être moindre échelle, mais je rebondis sur l'exemple qui a été donné sur les masques. L'État aujourd'hui est aussi, les pouvoirs publics dans l'ensemble sont aussi utilisateurs de textiles à grande échelle. Donc dans les marchés publics, si on sentait qu'il y avait une vraie volonté d'approvisionnement durable, de soucis de fin de vie qui est présente, on va pas cracher non plus. Il se passe des choses, mais peut-être pas assez de manière assez marquée. Peut-être que si l'État ou les pouvoirs publics prenaient plus de responsabilités là-dessus, le reste suivrait peut-être plus facilement. Je pense que les pouvoirs publics ont un rôle d'exemple aussi, qui pourrait être un peu plus marqué sur ces aspects-là, encore que les choses ont quand même beaucoup bougé ces dernières années dans la bonne direction. Donc faut continuer dans cette direction, on va dire. Très bien. Peut-être clôturer sur une dernière question, parce que vous avez évoqué le Covid justement. Dans quelle mesure est-ce que ça a pu vous impacter ? Est-ce que vous avez modifié votre façon de faire ? Est-ce que vous avez été à l'arrêt ? Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez vécu ? Alors, Synergie en direct n'a pas été impacté, puisque sur les projets de recherche, on a pris un peu de retard. Et effectivement, il y a des essais qui ont été retardés, mais ça verra le jour. C'est plus les centres de tri, du coup, fondateurs de Synergie, qui ont été impactés vraiment en direct, puisque du coup, les centres ont été fermés pendant au moins le premier mois et demi. Et en fait, on s'est retrouvé face à un phénomène, c'est que les gens étaient chez eux, ont fait beaucoup de tri, et du coup, les bennes débordaient. Et donc, on a été obligés de reprendre cette activité parce que il y avait vraiment un besoin là-dessus. Donc ça, c'est vraiment pendant la période du Covid. Après, nous, ce qu'on constate, c'est, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même beaucoup de nos clients qui sont à l'étranger sur l'achat de la matière pour le réemploi ou pour le recyclage. Et du coup, les frontières étant fermées, et pour certaines étant encore fermées, ça pose un vrai souci aujourd'hui, puisqu'on peut pas se permettre de stocker éternellement cette matière. Il y a des questions de trésorerie. Enfin, du coup, on a vraiment été impacté en plein. Donc après, on a, entre guillemets, alors je sais pas à quel point c'est une chance, mais c'est le cas de tous les trieurs en France. Donc on en revient à l'éco-organisme aujourd'hui qu'on a sollicité et qui se mobilise. On espère qu'il pourra vraiment, en tout cas, faire tampon sur cette période compliquée. Mais de la même manière, nous aussi, ça nous a poussé à nous réinventer. Ça met clairement en évidence un besoin d'approvisionnement français, parce que c'est aussi une problématique que les industriels textiles ont eu, c'est-à-dire que produire oui, mais il y a un moment il faut avoir de la matière première. Donc quand elle est plus produite là où on a l'habitude de l'acheter, comment on fait ? Donc ça met en évidence aussi que peut-être qu'une production française pourrait, à travers de la matière secondaire, pourrait être une bonne réponse. Et puis nous, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on aille trouver des solutions de valorisation en France, pour éviter justement ces problématiques de fermeture de frontières. Donc ça confirme d'autant plus notre projet d'industrialisation sur le territoire et de revalorisation
ici. Et après, ça a fait sortir d'autres questions et d'autres problématiques, mais même aujourd'hui, parce que les masques textiles, par exemple, d'une manière ou d'une autre, il va falloir leur trouver une fin de vie aussi. Et du coup, se posent des questions qu'on se posait, mais qui du coup deviennent d'autant plus importantes de l'aspect sanitaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on garantit l'hygiénisation de ces produits-là, qu'on garantit que nos opérateurs ne vont pas être contaminés en manipulant des masques et ainsi de suite. Donc voilà, ça pose aussi d'autres questions et potentiellement, nous, ça peut nous ouvrir aussi d'autres marchés autour des textiles hospitaliers, ce genre de choses qui n'étaient pas la priorité, mais du coup qui reviennent un peu au-dessus avec le Covid. Et forcément, le Covid va nous obliger à revoir nos façons de travailler, nos façons de présenter nos tissus, parce qu'aujourd'hui, il y a des zones dans le monde où on ne peut pas voyager. Nous, on exporte 60% de nos tissus. Donc, on est obligé de... Et c'est vrai que faire une réunion Zoom pour présenter les tissus, c'est pas aussi évident que lorsqu'on a un métier immatériel ou qu'on peut faire des réunions plus techniques, on va dire. Nous, on présente de la matière vivante qui bouge et qui a une fluidité. Donc, une réunion Zoom ne résout pas tout. Mais bon, on doit apprendre à travailler avec. On doit apprendre à présenter nos tissus d'une autre manière, à les présenter voilà, avec des nouvelles méthodes, parce qu'on ne pourra pas voyager dans le monde entier et on a malgré tout besoin d'exporter nos tissus, notre savoir-faire français, notre créativité française. Donc effectivement, cette période de Covid nous pousse à accélérer nos... C'est positif parce que ça nous pousse à vraiment accélérer nos changements. Ouais. Très bien. Bien, merci à vous deux pour cet échange. Et,